Merci. Merci. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment on a implémenté le DevOps et la policy de Free and Open Source Software, donc la policy open source au CSR. Comme vous le savez sans doute, le CSR, c'est une organisation humanitaire qui opère dans les zones de conflit et qui donne des services, notamment de protection et d'assistance aux populations affectées par ces conflits. Non. Désolée. Donc aujourd'hui, on va vous parler, dans le cadre de cette présentation, de notre travail sur les projets de digitalisation de la santé. Donc moi, je suis Delphine, je suis chef de projet IT et aussi Safe Release Train Engineer. On devait avoir John avec nous, qui était le programme manager au niveau de la santé au CSR jusqu'à très récemment, qui est maintenant à la fédération, mais il n'a pas pu se joindre finalement aujourd'hui, il est en mission. Moi, c'est Émeric Asselineau, je suis platform owner anciennement et surtout maintenant un peu orienté sur l'adoption des practices autour de l'open source au sein de l'unité Digital Operation, en se concentrant à essayer de faire évoluer un petit peu notre stack et essayer de trouver comment basculer le plus possible de choses sur l'open source. Et moi, je suis Frédéric Doniger, donc l'architecte solution du département santé. Un des architectes solutions, pardon. Donc, juste pour vous parler un peu des besoins, donc comme on a dit, on travaillait sur les projets de digitalisation de la santé, et on a commencé notamment par des projets qui étaient dans mettre en œuvre des dossiers patients électroniques, aussi bien pour le CSR que pour des partenaires externes avec lesquels on travaille. Donc aussi bien dans des bureaux, mais aussi dans des centres de réhabilitation physique et des hôpitaux qui sont des structures non CSR. Donc il fallait forcément qu'on ait une connexion dans les structures de santé. Le point, c'était de collecter des données aussi bien devant le patient, mais aussi de manière rétroactive. Bon, sachant qu'au niveau de la stratégie, évidemment, elle tend de plus en plus à collecter les données devant le patient et d'enlever la partie rétroactive, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Aussi de pouvoir collecter des données pour faire de l'analyse de données, pour supporter les prises de décision. Il y a aussi une collecte de données qui est faite, bien sûr, pour tout ce qui est reporting institutionnel. On avait besoin de pouvoir déployer les solutions rapidement, d'avoir une solution qu'on puisse, en cas d'urgence, déployer rapidement, de pouvoir maintenir une solution et de la rendre aussi durable. Et puis, comme on l'a dit, vu qu'on travaille aussi avec des partenaires externes, on doit pouvoir prendre le matériel, le hardware au niveau du marché local et avoir une solution à coût très faible et sans coût de licence pour pouvoir donner ensuite les solutions à nos partenaires sans leur donner des coûts de licence avec. Donc, vu les contextes dans lesquels on travaille, on a des contraintes techniques liées aux environnements, donc que ce soit au niveau de l'électricité, de la connectivité. Aussi, souvent, selon les contextes, les gens n'ont pas forcément une très grande connaissance des outils digitaux. Parfois, c'est la première fois qu'ils utilisent un outil digital. Et on n'a pas forcément de point focal technique sur place. Donc parfois, on fait du support à distance, mais avec pas forcément des gens techniques avec lesquels on doit travailler. Aussi, il n'y a pas de salle serveur avec la clim et tout ça. En général, on déploie une solution, un serveur terrain, qui est en général au milieu de la salle dans lesquelles les praticiens travaillent en fait. Donc on devait aussi avoir une solution assez robuste et qui puisse survivre dans des températures assez élevées. Évidemment, vu qu'il s'agit de données patients individuelles, qui sont des données strictement confidentielles et très sensibles, on doit aussi répondre à des exigences de sécurité et de data protection assez élevées pour s'assurer de la sécurité de ces données. On doit pouvoir faire l'installation, la configuration et le support à distance. Et aussi, on synchronise les données. Alors, si le partenaire l'accepte, dans le cas de partenaires externes, on synchronise les données avec notre instance à Genève, et notamment pour tout ce qui est monitoring des services fournis et reporting. Et puis, il y a tout ce qui est la maintenance et la gestion du cycle de ces hardware, sachant qu'ils sont pris sur le marché local.
Alors, techniquement, on a deux choses. La première, c'est que quand le programme a commencé, il n'y avait rien d'open source au CICR. C'était beaucoup de serveurs qui étaient des serveurs basés sur Windows, avec des solutions du marché qui étaient souvent packagées et payantes. Ou alors, c'était des solutions custom qui avaient été créées avec beaucoup d'efforts et d'argent et d'équipes de développement local. Ici. Donc, une des principales choses qu'il a fallu amener avec ce contexte, ça a été de prendre en compte qu'on devait switcher vers Linux, vers des solutions open source et vers un meilleur packaging en s'appuyant sur Docker. Or, les équipes DevOps à l'époque, ce n'étaient pas des équipes DevOps du tout, c'était DevOps Windows. Et il a fallu constituer toutes ces équipes-là et surtout les faire monter dans notre bateau, alors que c'était un peu contraire à la politique locale. En plus de ça, il fallait pouvoir au mieux faire en sorte que toute l'opération autour de ça soit le plus facilement transmissible à des IT locaux, field terrain, qui ne sont, comme Delphine l'a dit, qui ne sont pas forcément des gros utilisateurs ou des gros mainteneurs de serveurs. Et on devait aussi pouvoir présenter toute une stack technique qui soit la plus possible basée sur des produits open source et free. Donc, sachant que dans tout notre contexte, le plus important de tout au sein de ça était la consistance des données. Alors pas forcément d'avoir de l'availability tout le temps, on pouvait se permettre d'avoir des contextes qui n'étaient pas en permanence up. J'ai entendu parler tout à l'heure d'uptime, zéro downtime et tout. On a une tolérance vis-à-vis de ça. Par contre, on a l'obligation d'avoir une cohérence de données et toujours être capable de restaurer nos environnements. Voilà. Alors, pour répondre à tous ces besoins, ce qu'on a commencé par faire, justement, c'est de faire aucune innovation. C'est-à-dire qu'on a repris les standards du marché, des outils simples, efficaces, qui ont déjà fait leurs preuves. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les standards du monde open source, du monde Linux, qui ont déjà été validés. Premier point positif, c'est que le système est stable, c'est déjà été validé. Et le deuxième point positif, c'est pour le transfert de compétences. En fait, c'est déjà des outils connus et reconnus, donc un transfert de compétences qui est beaucoup plus simple pour nous. Ensuite, on a été, comme vous l'avez compris, fortement contraint par l'infrastructure locale, c'est-à-dire que le réseau n'est pas stable, les sources d'énergie ne sont pas stables, donc on a vraiment mis l'accent sur la donnée et non pas sur la haute disponibilité. Et par exemple, on ne fait pas de failover automatique, par exemple. Ça, ce n'est pas possible dans les circonstances sur lesquelles on doit opérer. Alors, on a itéré plusieurs fois sur la solution, et au final, on est arrivé sur une solution qui ressemble grosso modo à ça. Donc là, vous voyez au centre de l'écran, vous avez les utilisateurs finaux qui ont accès directement aux applications. Les applications, elles sont... Pardon, je recommence. En fait, sur chaque centre, on déploie 3 équipements. Une box principale, en fait, c'est un serveur Linux. Une box secondaire et un NAS. Donc toutes les applications sont disponibles tout le temps sur la box principale. Pardon. Donc les utilisateurs locaux peuvent les utiliser sans accès à Internet. Tout est local. Ensuite, on a une box de backup sur laquelle tout est répliqué. Cette box est prête à prendre le relais dès que la box primaire est vraiment HS, ce qui arrive très rarement finalement. Ça nous est arrivé une fois en 4 ans. Voilà. Ensuite, on a un NAS qui permet d'avoir un système de backup supplémentaire et on opère aussi des systèmes de backup offline. Alors, sur cette installation, on a vraiment pris beaucoup d'attention sur le monitoring. En fait, tout est monitoré localement. La sécurité, les backups. Les backups sont remontés automatiquement aussi tous les jours pour vérifier qu'ils puissent bien fonctionner. Ça ne sert à rien d'avoir des backups si on ne peut pas s'en servir. Et comme ça permet à l'IT local de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la solution sans accès à Internet et nous avertir en cas de problème. Ensuite, pour sécuriser encore plus les données, ce qu'on fait aussi, comme l'a dit Delphine, c'est que dans certains cas, on peut aussi synchroniser les données des centres vers le CICR, ce que vous voyez là sur votre droite. Donc c'est une synchronisation asynchrone qui est très robuste, qui fonctionne même si le réseau Internet est très instable. On a aussi mis en place un outil de monitoring pour monitorer notre monitoring. Voilà, s'il plante, on sait qu'il a planté. Voilà. Ensuite, pour faire le support, on utilise un VPN.
Comme ça, on peut opérer les box depuis Genève ou depuis Belgrade dans notre cas. Et on a aussi un autre outil de monitoring qui est offert par une société externe qui était Nouvla et qui on travaille sur le sujet. Donc voilà pour le global design de notre solution. Un petit peu plus en rentrant. Donc, comme j'ai introduit au niveau système, on a dû introduire Linux et Docker. On le déploie sur une box qui est OnLogic. On a fait plusieurs essais. On a fait des essais avec du Raspberry. On a fait des essais avec différentes choses. J'ai cru croiser quelqu'un qui a participé à ces essais tout à l'heure. De vue. Voilà. Le but après, c'est d'avoir des couches de services le plus possible réutilisables et packagées pour qu'on puisse déployer un petit peu à la demande en fonction des centres. Et puis éventuellement de pouvoir aussi réutiliser ces couches bases pour pouvoir déployer d'autres applications, d'autres besoins ou du CICR dans d'autres contextes. On est vraiment standard sur des outils qui peuvent être déployés de façon totalement gratuite. On a du MySQL, on a du Postgre. On a, pour faire du SSO, utilisé WSO2 Identity Server. On est basculé sur Keycloak. On monitore avec Prometheus et Alert Manager. Et on fait du dashboarding avec Superset, que je pense que vous connaissez. Et dans le cadre de ce programme, donc les 4 principaux softwares sur lesquels on s'appuie, qui ne sont pas tous déployés localement sur les box, principalement sur les box et les serveurs, donc on déploie OpenMRS et Odoo, OpenMRS pour la gestion des patients et Odoo pour l'ERP local et la gestion du stock de centre et autres. Et puis on a depuis maintenant 2 ans, je crois, 1 an, 2 ans, mis en place la téléconsultation avec une collaboration avec le HUG, Healthcare Work Atom, et puis pour des déploiements pour tout ce qui est gestion des stocks, pour traquer, analyser des données de santé, on a des HIS2 qui sont les deux déployés principalement sur des serveurs locaux. En ce qui concerne la sécurité, on a appliqué finalement les best practices qu'on peut avoir sur tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire qu'on a des disques qui sont encryptés, qui peuvent être déloqués avec des clés USB. Ces clés USB sont ensuite mises dans un lieu sécurisé dans les centres. Voilà, on a vraiment travaillé sur la partie sécuriser les boots, avoir un BIOS protégé, de pouvoir aussi appliquer automatiquement les updates de sécurité de l'OS. Et comme je vous l'ai déjà dit, tout est monitoré. Bon, le point le plus important, c'est que chaque année, donc, toute cette solution elle est auditée par une société externe. Chaque année, on tourne sur la société pour être sûr d'avoir un point de vue différent sur notre solution chaque année. Ensuite, le dernier paragraphe sur les accès remote, c'est du standard, j'allais dire. Il faut savoir que les box ne sont pas accessibles depuis Internet, ce qui est un bon point. On essaie de monitorer bien sûr tous les accès, on monitore tous les accès sur notre box. Et les accès ne se font que par VPN et puis par des clés SSH. Là, je pense qu'on est sur du standard aussi sur cette partie-là, pour la sécurité. Oui, alors quelques petits retours sur cette mise en place. Alors, on a eu des confirmations. Le monitoring, pour nous, c'est vraiment été quelque chose de très important. Ça permet vraiment aux IT locaux d'être sereins par rapport à notre solution. Comme je l'ai déjà dit, on a vraiment tout monitoré. Par contre, on a dû faire pas mal d'itérations parce qu'on a vraiment trop d'alertes à un moment, ce qui fait que trop d'alertes tue l'alerte. À la fin, on ne lisait plus les alertes. Donc, on a vraiment itéré sur le sujet. On a mis en place quelque chose qui est très bien, c'est que pour chaque alerte, en fait, on la relie à un runbook. C'est-à-dire qu'une alerte, c'est un identifiant et c'est un lien vers le runbook. Comme ça, la personne qui reçoit l'alerte, elle sait ce qu'elle doit faire et elle sait pourquoi elle a eu l'alerte. Donc, ça me permet de passer à mon chapitre d'après sur les runbooks, qui sont vraiment pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire qu'à chaque incident, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un manuel pour essayer de résoudre cet incident-là. On l'a mis dans notre base de knowledge base. Et ce qui fait qu'au bout de 3-4 ans, on n'a pas tout couvert, mais on est quand même assez serein quand il nous arrive quelque chose sur le terrain. Pour l'intégration sur le réseau, c'est là où on a eu le plus de mal, et c'est là peut-être qu'on aurait pu s'améliorer, je pense. C'est que finalement, on n'a pas voulu, justement, tous les centres étaient différents, on n'a pas voulu imposer de routeur ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'on a pas mal galéré sur le sujet, notamment pour les DNS, pour les certificats HTTPS. Ces choses-là, on a voulu être agile, mais on n'aurait peut-être pas dû l'être. Un petit retour aussi qui était maintenant marrant, mais pas trop à l'époque, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout mis sur Onduleur, sur UPS, sauf qu'on n'avait pas mis les équipements réseau sur Onduleur. Ça, c'est une grave erreur, parce que typiquement, on a perdu 2 box en Afrique de l'Est qui ont été foudroyées. On a mis une box pour comprendre que la foudre était passée par les équipements réseau et par le câble réseau.
Un autre point aussi qui est arrivé, c'est que sur Internet, on s'était préparé à ce que ce soit très lent. Et effectivement, c'est très lent, mais c'est très lent et aussi très instable. Donc, on a revu plusieurs fois notre approche pour faire des mises à jour à distance à cause de ça. Le fait d'avoir un focal point IT local, c'est un vrai plus. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Et là, le dernier point, c'est plus une confirmation que quelque chose qu'on a appris, c'est qu'il faut vraiment traiter chaque dépendance comme une dette technique. À chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose à votre stack, c'est une dette technique forcément. C'est une surface d'attaque qui est augmentée. C'est un support qui doit être fait sur cette nouvelle dépendance. Et c'est aussi du transfert de compétences que vous devez faire aussi, de transfert de savoir que vous devez faire sous cette dépendance. Deux exemples, par exemple, au cours des différentes itérations, on a enlevé Grafana, puis Portainer et Grafana de nos applications. Finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin d'un autre cas de figure. Grafana, c'est très bien, mais pour nous, c'était un peu trop. Voilà. Alors, donc tout ça, comme on l'a dit, on a dû mettre en place toute la culture open source au sein du CICR, et c'était soutenu par le département de la santé, c'était soutenu parce qu'ils voulaient travailler avec des partenaires extérieurs, ils voulaient travailler dans le cadre du Digital Health Global Goods, et ça devait, avant tout, c'était pour soutenir ce programme. On s'est appuyé sur toute l'expérience des premiers temps qu'on a eu avec cette équipe. C'est une équipe qui a été créée quasiment dédiée à cette mise en place de programme, et qui avait pour but de rayonner au sein du CICR, donc de pouvoir donner naissance à cette politique open source de plus en plus. On a travaillé de façon itérative avec nos organes de gouvernance, avec nos organes de légaux, avec tout ça, toutes les personnes qui étaient impliquées pour valider une politique, pour pouvoir déjà premièrement rapatrier toutes les contributions qu'on avait au sein de tous les logiciels qu'on utilisait au sein des serveurs, parce qu'on contribuait initialement avec des développements qui étaient faits, qu'on faisait avec nos partenaires, mais sans avoir une vraie politique et une vraie reconnaissance auprès du CICR. Et le but de ça était avant tout qu'on puisse s'appuyer dessus pour pouvoir développer notre visibilité, pouvoir influer sur la roadmap et pouvoir réintégrer le plus possible tous les feedbacks de nos utilisateurs dans le développement des logiciels. On a aussi travaillé fortement avec nos équipes sécurité pour pouvoir mettre en place un certain nombre de best practices et d'audits de sécurité sur l'ensemble de nos pipelines, l'ensemble de nos développements et l'ensemble de nos déploiements. Et après, on a dû modifier un petit peu nos codes of conduct et la façon dont on travaillait avec nos partenaires externes pour les développements au sein de ces projets open source. Une des choses aussi qu'on a voulu au maximum mettre en place dans le cadre de ce programme, c'est de limiter au maximum nos customisations propres, d'isoler au maximum aussi nos petites spécificités, et de pouvoir travailler avec les partenaires de santé qu'on a autour de nous, et de pouvoir faire en sorte qu'on soit au maximum réutilisable par l'ensemble des autres partenaires. Donc, comme l'a dit Emeric, on travaille avec les partenaires, donc notamment tous les autres partenaires actifs dans le domaine humanitaire de la santé. L'idée, c'est aussi d'arriver avec une stratégie de sortie, parce qu'il y a un jour où, normalement, le CSR se retire. Et du coup, il faut avoir une stratégie non seulement pour arriver, pour maintenir la solution, mais aussi pour la donner ensuite aux partenaires externes et pour qu'ils puissent continuer à utiliser la solution une fois que le CSR s'est retiré. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait choisi l'open source et qu'on a voulu délivrer des produits qui soient maintenus par la communauté, et que du coup le CSR donne en fait les développements faits à la communauté et s'assure que c'est accepté, que du coup ça peut être utilisable par la communauté dans leur contexte. Du coup, on travaille beaucoup avec les communautés open source, donc notamment des solutions mentionnées, donc OpenMRS pour le dossier patient, Odoo pour le RP, DHIS2 pour la partie données agrégées et aussi Tracker, et Superset, c'est ce qu'on utilise pour le dashboard. Et
On travaille par exemple pour travailler ensemble avec les autres organisations sur des fonctionnalités communes. Donc parfois, par exemple, sur la roadmap, on discute avec les autres organisations, on voit des fonctionnalités communes dont on a besoin et on travaille ensemble. Ça permet du coup de réduire les coûts forcément et de délivrer cette fonctionnalité ensemble. On utilise par exemple le Google Summer of Code aussi, par exemple pour OpenMRS, on mentor le OpenMRS JSOC pour implémenter des fonctionnalités offline en ce moment. On essaie de réutiliser au maximum ce qui a été fait par d'autres organisations qui les ont rendus open source. Donc, par exemple, Healthcare Worker at Home, qui avait été implémenté pour les HEG, qui l'ont mis open source. Du coup, on a pu réutiliser cette solution de téléconsultation. Et puis, on a pu aussi implémenter des fonctionnalités de téléexpertise et aussi les données open source. Et on essaie aussi de partager les succès et les problèmes avec les autres organisations. Et du coup, ça peut nous aider à trouver des solutions communes. Et puis même avec les suppliers, ça nous aide pour pouvoir bénéficier des expériences que les autres organisations ont vues. On a aussi des partenariats avec les universités, bien sûr. Et on s'assure aussi que tous les collaborateurs qui travaillent sur ces produits, ils committent le code sous le nom du CICR et que le code est publié sur le GitHub du CICR. Donc là, vous pouvez voir notre product team. Donc bien sûr, on est à Genève, mais on a aussi une équipe de L2, L3, L1 à Belgrade. On a aussi des développeurs au Portugal. On a un architecte en Afrique, à Dakar. Et on a aussi en Croatie. Et on a aussi un Scrum Master en République tchèque. Donc on est un peu éparpillé, comme vous voyez. Et puis, ça, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est tout là où il y a des projets de santé dans le monde. Donc vous voyez, nos solutions, le but c'est de les déployer dans ces contextes-là. Et donc on travaille en étroite collaboration avec les équipes de santé et les IT terrain dont parlait Frédéric, donc que ce soit nos équipes CICR ou les points focaux des centres de partenaires externes. Très rapidement, donc juste le CICR a choisi d'implémenter SAFe assez récemment et donc on a dû intégrer toute notre habitude et nos nos releases et notre habitude de DevOps avec des mini-releases très rapides et déployées sur le terrain de façon au sein d'une vision un peu safe. Alors je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais grosso modo, on fait rentrer ça dans un train de release. On essaye d'avoir toutes ces releases qui sont préprogrammées, voilà, mais on continue en fait à opérer au maximum auprès des IT terrains de façon le plus rapide possible à leur délivrer les releases et les mises à jour. Donc, comme on a dit, on a des équipes qui sont un peu partout dans le monde. Mais on a bien défini les rôles en fait, des différents membres de l'équipe. Et du coup, ça leur permet de travailler de manière autonome et elles sont très impliquées. Et finalement, malgré le fait qu'on est un peu dispatché et qu'on n'a pas forcément beaucoup de ressources, elles arrivent très bien à travailler avec la culture DevOps. Alors au sujet de la culture DevOps, justement, il y a toujours une phrase qui revient, c'est « you build it, you run it ». Alors dans notre cas de figure, vu que les devs sont des devs externes, donc c'est plutôt « you almost run it », en fait, pardon. En fait, ils n'ont pas accès à la production, donc ils ne peuvent pas forcément nous aider, c'est sûr, en support. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on les implique directement. Si on a une session de support avec des utilisateurs finaux, ils peuvent venir avec nous, ils ne sont pas complètement bloqués. Et aussi, ils sont aussi avec nous lorsqu'on fait des sessions de feedback avec les utilisateurs finaux. Pardon. Ce qu'on a fait pour la partie développement, c'est qu'on a vraiment fait un effort sur le DevEx. Alors, je ne vais pas appeler ça forcément DevEx, mais on a vraiment essayé de leur offrir un environnement de développement complètement intégré. Chaque application, chaque outil d'intégration que l'on a dans le département santé, ils peuvent le lancer en une ligne en général. On a fait un effort pour qu'ils aient juste à faire un Docker Compose Up ou ce que vous voulez, et ils peuvent commencer à développer sur leur poste. Ils ont aussi accès, par exemple, à des données qui sont vraiment proches de ce qu'on a en production, tant en volumétrie qu'en contenu.
On leur offre aussi des README qui sont vraiment opérationnels, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait un check-out de leur source, ils peuvent travailler, ils peuvent commencer le projet très rapidement. Voilà. Et on leur offre aussi des scripts start, stop, clear qui leur permettent de rapidement opérer les solutions. Ce qui est en cours là, en ce moment, c'est plutôt, on va peut-être voir pour essayer d'avoir des environnements de développement, mais à distance. Ça, c'est en cours de réflexion, mais on n'en est pas encore là. Côté Ops, vous l'avez vu rapidement sur le schéma, on avait des Ops qui étaient très localisés sur Belgrade, qu'on a volontairement réintégré à tout le cycle de développement, et on a forcé à ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, toute opération qui est effectuée sur le serveur soit scriptée, soit intégrée, soit committée dans les repos sur lesquels on commit, et que tout soit au maximum réintégré et que tout soit automatisé avec eux. On travaille avec eux au quotidien, on travaille surtout avec eux à construire tout ça de façon conjointe, que les développeurs sachent comment les ops opèrent et comment ils vont scripter ça, et qu'ils puissent s'appuyer l'un sur l'autre. On a aussi fait en sorte que ces ops puissent évoluer. On a aussi intégré une des ressources qu'on avait comme L2 qui est passée L3, qui fait du développement et de l'architecture avec nous. Et toujours dans cet état d'esprit dont parlait Frédéric, you run it, you build it. Donc vous développez avec nous, vous développez et vous faites en sorte que ça s'opère de façon automatisée. Au niveau des architectes aussi, on a fait en sorte qu'ils ne restent pas dans leur temps, dans leur petit tour. On a dit, vous êtes capable de designer, mais vous devez aussi être capable de supporter. Donc ils sont intégrés pleinement avec l'équipe de dev et avec les ops, et ils doivent participer au support et au développement, et ils doivent être capables de prendre n'importe quel cas de la même manière qu'un ops ou qu'un dev pourrait intégrer et aller chercher une route cause analysis appropriée. Donc on reste sur une architecture le plus simple possible, toujours dans l'idée. Alors là, c'est un slide un peu pour le thème de ces DevOps Days, c'est-à-dire sur la documentation et sur le partage de connaissances. Donc dès le début, on a vraiment fait un effort sur la partie documentation. On l'a vraiment traité, on l'a créé et maintenu comme du code. C'est-à-dire que c'est fait en Markdown, c'est géré par Git, par un gestionnaire de sources. On cherche surtout à avoir une seule source de vérité pour notre documentation. Par exemple, si on nous demande, parfois ça arrive malheureusement, de devoir copier la documentation sur un autre outil du CSR, et on a mis en place par exemple des outils de synchronisation pour cela. Et on cherche vraiment à avoir la documentation à un seul endroit. Bon, malheureusement, on doit toujours faire des documents Word, ça on n'y coupe pas, ça me rappelle ma jeunesse, c'est génial. Et sinon, pour notre documentation, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi, on applique les mêmes principes qu'en développement, on ne pas se répéter dans notre propre documentation. C'est stupide, mais souvent on le fait. De rester simple dans la documentation, d'aller droit au but à chaque fois, de ne pas essayer de ne pas faire trop de digression. Et surtout, on teste notre documentation. Pour la tester, on a deux façons de faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous pose une question, on répond par un lien vers la doc. Si on n'a pas de retour de la personne, c'est que la doc elle est bien faite. Si on a des retours, on la modifie. Et l'autre point que l'on fait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on doit déployer, qu'on doit faire apporter une correction à notre support ou à à notre support, finalement, il y a une personne qui écrit la documentation, résout le problème, écrit la documentation, et c'est une autre personne qui va la tester. Et pareil, pas de nouvelles, bonnes nouvelles en général. Mais pas tout le temps. Juste un petit point, on a aussi mis en place, toujours dans l'idée d'avoir cette documentation en comité, les décisions d'architecture sont aussi des ADR qu'on met dans la documentation et qui sont comités au sein de notre repository. Ouais. Donc dans les prochaines étapes, l'idée c'est aussi de rendre tout ce qui est le setup de ces serveurs terrain open source, parce que pour le moment, on a commité le code lié au développement sur les applications. On n'a pas encore partagé tout le setup qui a été fait sur ces serveurs terrain. C'est aussi de rendre toute la documentation disponible dans les communautés open source et de continuer à collaborer avec les autres organisations dans le cadre du développement de nos produits, notre produit de santé digitale,
et de continuer à collecter les feedbacks des utilisateurs pour les prochaines PI, vu qu'on est dans le cadre de SAFE maintenant, comme l'a dit Émeric. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.